Bonjour, je suis Adèle. Ici, vous découvrirez des voyages qui ont bouleversé la vie et chamboulé les convictions d'hommes et de femmes de tous âges et de tous horizons. Chaque semaine, je reçois un invité qui me raconte en quoi un pays a transformé sa vision du monde ou l'a poussé à quitter un mode de vie qui ne lui correspondait plus. Alors laissez-vous porter par le premier podcast qui raconte une histoire autour d'un voyage. Bienvenue chez les Frenchies autour du monde, le podcast des voyages qui ont du sens. Si vous voulez suivre les coulisses du podcast et être informé des dernières nouveautés, n'hésitez pas à vous abonner au compte Instagram et au compte Facebook Frenchies autour du monde. Les liens sont directement dans la description de l'épisode. Le podcast est également diffusé toutes les semaines sur la web radio Allô la planète. Je vous souhaite une belle découverte sur allolaplanète.fr. Raphaël a élu domicile dans la savane, quelque part en Zambie, avec son mari australien et leurs 2 enfants. Et pourtant, rien ne l'a prédestinée à vivre au fin fond de l'Afrique. Alors, ensemble, nous avons retracé le fil rouge des événements qui l'ont amenée à faire ce choix de vie, en passant par une carrière dans un groupe du CAC 40, puis une vie professionnelle entre 2 continents dans l'entrepreneuriat social, jusqu'à devenir petit mousse dans une transpacifique. Multipassionné, sans le savoir, Raphaël se laisse porter par ses envies et inspirations du moment et nous raconte son parcours riche de rencontres et d'expériences qui ont façonné la personne qu'elle est aujourd'hui. C'est donc tout naturellement qu'elle accompagne désormais les personnes à se créer la vie qui leur correspond, loin des parcours tout tracés. Comme elle le dit si bien, quels que soient nos rêves et les obstacles que nous traversons, nous avons le pouvoir de changer notre vie et en faisant ainsi de changer le monde. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très belle écoute en compagnie de la lumineuse Raphaël. Salut Raphaël. Salut Adèle. Bienvenue dans le podcast. Merci à toi de m'avoir invité. Ça me fait plaisir d'échanger avec toi aujourd'hui parce que là on va aborder quand même des sujets qui n'ont encore jamais été discutés dans le podcast depuis sa création. Donc ça c'est vraiment cool. Canon, je m'en réjouis. J'aime bien les premières fois. On va commencer déjà par une petite présentation pour les auditeurs. Donc nous donner ton prénom, ton âge, d'où est-ce que tu viens en France et nous dire en 2-3 mots ce que tu fais dans la vie. Alors je m'appelle Raphaël, j'ai 46 ans, je suis née à Paris où j'ai passé une bonne partie de ma vie et je vis aujourd'hui en Zambie, dans la savane africaine, d'où je mène un certain nombre d'activités de front, notamment je fais du coaching et de la formation en ligne et j'accompagne le développement de la boîte de safari de mon mari. Peut-être que tu pourrais nous en dire un peu plus sur l'origine de ta passion pour le voyage. Je suis curieuse de savoir si ça t'est arrivé plutôt dans l'enfance, tu sais, avec la famille, ou est-ce que c'est plutôt sur le tard que tu as découvert ça? Oui, on va dire que ça s'est fait un peu en 2 phases probablement. Alors mes parents aimaient bien voyager, après le voyage le plus fou qu'on ait fait c'était aux États-Unis. On allait beaucoup en Europe, on allait au Sri Lanka quand j'avais 25 ans ou 28 ans. Mais bon voilà, on n'a pas fait, on partait pas en mode sac au dos, à l'aventure, etc. Mais mes parents aimaient bien quand même découvrir le monde, d'autres cultures, etc. Et quand j'étais petite, j'ai vécu pour le boulot de mon papa pendant 4 ans au Nigeria, qui était tout sauf un pays de l'amour et rose, qui sortait de la guerre du Biafra. Mais je pense quand même que ça te marque d'une empreinte assez forte en termes de couleurs, d'images, de saveurs, de variété de personnes rencontrées. Donc je pense que ça a dû marquer qui je suis d'une manière ou d'une autre. Et puis j'ai commencé à voyager vraiment. Je suis tombée dans le chaudron de potions magiques à l'âge de 20 et quelques années, quand une de mes copines était en échange universitaire en Argentine et m'a dit rejoins-moi donc. Elle était férue de voyage déjà, elle avait déjà fait pas mal de voyages sac au dos. Rejoins-moi donc et on va Chili, Pérou, Chili, Bolivie et sud du Pérou. Et donc j'ai acheté mon premier sac au dos, mes premières chaussures de rando et tous mes premiers trucs de rando à ce moment-là, qui m'ont suivi pendant un bon paquet d'années. Génial. Et est-ce que j'ai toujours le même sac au dos d'ailleurs. Est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu quel type de voyageuse tu es, toi, quand tu pars? J'imagine que ça a aussi évolué avec les années.
Alors, maintenant, ça a définitivement évolué parce que j'ai des enfants petits, donc je peux difficilement pratiquer le même type de voyage que celui que j'ai fait pendant longtemps. Mais donc, quand j'ai commencé à voyager à Sakoto, c'était en voyage, donc avec 2 autres copines en Amérique du Sud, sac à dos déjà, avec beaucoup de trajets en bus et tout. J'adore les trajets. Il faut savoir que c'est mon kiff, c'est les trajets dans des bus pourris. J'en ai fait, mais autant qu'un saint peut en bénir. J'adore ça. Tu découvres tellement de choses, tu vas tellement lentement, c'est vraiment le meilleur moyen selon moi de voir un pays, des détours et des pannes et des nombreuses pannes et, et de fil en aiguille en fait après j'ai alterné en fait vie à l'étranger pour le boulot et voyage. Donc j'ai souvent passé beaucoup de temps à l'étranger pour le boulot. J'ai vécu à New York, j'ai vécu au Canada, j'ai travaillé pendant 7 ans à cheval entre le Brésil et la France. Donc à chaque fois j'essayais de faire des voyages dans ce cadre-là. Mais j'ai surtout, quand j'étais en France et que je travaillais en France, essayé de chaque année faire des voyages assez longs. Et il se trouve que quand j'ai quitté les États-Unis, j'avais 20 ans, c'était juste après le 11 septembre. Je rentrais en France pour trouver un premier boulot, un premier vrai boulot. Et avec mon coloc de l'époque, on s'est dit partons faire un vrai voyage long, sac au dos, parce qu'on ne sait pas quand ça nous arrivera plus tard de pouvoir avoir 6 mois ou 8 mois devant nous. Et on est parti en Asie du Sud-Est, où j'étais jamais allée, à 2. Et on avait des copains qui nous rejoignaient de temps en temps pendant le voyage, ma sœur, etc. Et puis les tensions du voyage à 2 se produisent. Il y a tous les côtés super positifs, mais il y a aussi les tensions du voyage à 2. Et à la fin du voyage, j'ai ressenti un élan incroyable pour continuer quelques mois supplémentaires en solo. Et du coup, j'ai prévenu mes parents, je leur ai dit finalement je vais rentrer 2 mois plus tard, et j'ai continué seule au Laos, que j'ai absolument adoré, et un tout petit peu en Thaïlande. Et en fait là, c'est là où j'ai vraiment accroché et été picousée au voyage en solo, parce que j'ai découvert quelque chose qui est complètement différent, où en fait tu as une réceptivité extrême, à fleur de peau. Les gens, tu es beaucoup plus accessible pour les gens, que ce soit des touristes ou des locaux, ils viennent beaucoup plus facilement te voir quand tu es tout seul, et toi tu es beaucoup plus accessible aux autres, parce que tu es beaucoup plus à l'écoute, beaucoup plus en silence, etc. Et puis alors, très vite, tu découvres aussi que voyager en solo, t'es très rarement en solo. C'est-à-dire, si t'as pas envie d'être seul, t'es jamais seul. Là encore, tu fais des rencontres incroyables où que t'ailles, et que ce soit vraiment des rencontres locales ou des rencontres d'autres personnes qui voyagent. Mais c'est vrai vraiment, que c'est vraiment toujours ce que les voyageurs me disent, ceux qui voyagent solo, c'est qu'en fait, t'es pas si seul. Plus, même moins que quand tu pars à 2. Beaucoup moins seul, C'est beaucoup incroyable. moins seul. C'est-à-dire qu'il faut chercher les moments de solitude ou les imposer, ou dire non, excuse-moi, mais là, j'en rajoute un peu. J'en rajoute un peu. Tu peux vraiment être seul, mais c'est vrai que tu fais beaucoup plus de rencontres, en fait, et des rencontres beaucoup plus riches. Je pense que, naturellement, quand t'es à 2 ou à 3 ou à 4, t'es beaucoup moins accessible, tout simplement, parce que les gens se disent que tu te suffis d'être eux-mêmes, d'être ton petit groupe déjà constitué, et donc t'es beaucoup moins dans l'échange, naturellement, je pense. Et vraiment, j'ai vu complètement un avant et un après. C'est dingue le nombre de personnes que j'ai rencontrées immédiatement. Quand je te dis, on s'est quitté un matin, je suis partie, à l'époque il y avait des cafés internet, c'était les débuts d'internet. Vrai. Les cybercafés. Les cybercafés, exactement, où j'essayais d'envoyer un mail pour dire, je reste au Laos et tout. Et ce jour-là, je rencontre un mec qui était à côté de moi, qui était installé au Laos en train de faire un projet d'agronomie. Il me dit, attends, viens dans mon village. Le chef du village sera ravi de te rencontrer. C'était un Français aussi. Et je me suis retrouvée à manger du rat. Voilà. Bon. Et c'est resté un ami. Voilà. Et on est resté en contact. Bon, mais bon, et des histoires comme ça, j'en ai 1000. Vraiment, je pense que j'en rajoute pas en disant 1000 des histoires de rencontres. Mais c'est arrivé la minute, je te dis, où j'ai commencé à voyager en solo. Ouais, donc c'est ça. Voyageuse solo, et du coup, j'imagine, en famille, maintenant, t'improvises peut-être un peu moins.
Alors j'improvise un peu moins, et alors surtout j'ai un problème, c'est que mon mec aime pas du tout voyager de la même manière que moi. Ah Donc ouais, lui alors il est ça, australien, ouais, et les Australiens pourtant sont férus de sac à dos normalement, mais ils ont aussi un problème, c'est la distance. Donc ils sont très habitués à se jeter dans leur voiture ah oui, pour des heures pour et un des rien. heures de... Ouais, Ouais. Des heures de bagnole. Et alors moi je déteste la voiture, j'aime bien le bus, c'est mais ça, là, mais enfin tu c'est aimes pas je bien déteste la voiture, les petits bus, mais pas la voiture. bah, j'aime bien la voiture, ça me dérange pas la voiture, mais je trouve qu'en voiture, là encore, tu vas trop vite, tu passes trop vite, t'es pas accessible, tu rencontres pas des gens, enfin t'es pas en connexion avec d'autres personnes, quoi. Bref, donc on voyage pas du tout de la même manière, et avec des enfants petits, je dois avouer que la voiture en Afrique peut être relativement pratique, elle Parce se qu'ils ont quel âge révèle. du coup? Ils viennent d'avoir 3 et 5 ans. Ah oui, oui. Oui, c'est vraiment petit, ouais. Ok. Bah, on a fait plein de voyages, mais pas en bus. Pas encore. Pas encore. Mais je rêve de les emmener à pied et en bus, peut-être sans leur papa, qui n'appréciera probablement pas autant que moi le voyage à pied et en bus, mais voilà. Et peut-être que maintenant on pourrait rentrer un peu plus dans le vif du sujet et se plonger un peu dans le contexte de cette traversée du Pacifique à la voile. Comment est-ce que ça t'est venu? Où est-ce que t'en es dans ta vie pro, dans ta vie perso, quand, j'ai envie de dire, ça te tombe un peu de je ne sais où cette idée? Alors, elle m'est tombée un petit peu de je ne sais où, sans tomber complètement de je ne sais Ah où. voilà. Alors, j'ai deux amis, enfin un couple d'amis extra, Luc et Julie, euh, qui sont férus de voile et qui avaient fait un premier tour du monde en bateau avant d'avoir des enfants. Je les avais rejoints sur leur bateau cette fois-là, et je m'étais rendu compte que j'aimais beaucoup le bateau. Après, j'avais jamais fait une traversée de plus de 2 jours, je crois. Je crois que c'était le maximum qu'on avait fait. On avait fait une traversée de 2 jours. Fast forward, 10 ans plus tard, ils ont 2 enfants de 2 et 4 ans, enfin non pardon, le deuxième était pas encore né je crois, et ils achètent un bateau pour refaire le tour du monde en famille, donc le temps de le construire, de le retaper, enfin pas de le construire, mais de le retaper, hein. Leurs enfants ont 2 et 4 ans, et ils partent. Et moi, pendant ce temps-là, donc je l'ai mentionné, j'ai bossé au Brésil, j'étais à cheval avec le Brésil pendant 7 ans, pour une boîte franco-brésilienne, qui était une boîte d'entrepreneuriat social. On fabriquait des vêtements au Brésil en coton bio et de manière organique, et équitable. Donc j'étais très souvent au Brésil pour monter les collections avec les couturières, etc. Et cette boîte était probablement un peu trop avant-gardiste, on s'est lancé probablement un petit peu trop trop tôt dans le commerce équitable, et bref, on a dû prendre en 2014 une décision qui n'était pas très facile, on continue, on arrête, et on a décidé d'arrêter tant qu'on pouvait arrêter d'une manière propre, en plantant aucun fournisseur, en plantant aucun employé, etc. Et donc, ses amis étaient de passage à Paris à ce moment-là, et m'annoncent qu'ils vont partir bientôt traverser le Pacifique à la voile. Et là, un de nos copains en commun me dit bah Raph, tu vas bientôt avoir rien à foutre, pourquoi tu y vas pas? Et dans la demi-seconde, je me suis dit mais évidemment que je vais le faire. Je me suis pas posé la question une seconde, ça prend combien de temps, etc. Je leur dis banco. On en reparle quand même un petit peu par email entre temps, parce que sont repartis, ils disaient moi je ferme ma boîte, enfin ça a pris quelques mois quand même tout ça, et je me dis bon bah très bien, je les rejoins au Panama, parce que eux en gros me disent avoir un petit mousse en plus quand on fait une traversée, c'est génial, parce qu'il y a des quarts de nuit à n'en plus finir, avec 2 petits, faut les occuper, les quarts de nuit c'est pas facile parce que t'es défoncé la journée, donc ils disent génial si on a quelqu'un en plus, c'est de la nuit sur le bateau. Et donc je les retrouve au Panama, on traverse le Panama, le canal du Panama, ce qui en soi est une expérience dingue d'être avec des Ah ouais? énormes porte-containers autour de toi avec ton bateau rikiki à voile, enfin rikiki, il était pas rikiki, il faisait 17 mètres, mais toi t'es C'est ça, mais il te paraît tout petit là tout à coup. t'es une puce par rapport à ces monstres, et vraiment il y a quelque chose, c'est hyper excitant, c'est presque comme participer à une bataille navale, tu vois, t'as les lumières dans tous les sens du blanc, les trucs, le niveau qui monte, de l'eau qui monte, il faut être dans tous les coins, et bref, donc rien que ça c'était une expérience hyper forte.
Et après, ça a été beaucoup plus calme. On a fait une traversée d'une semaine vers les Galapagos, on s'est posé un petit peu aux Galapagos, et après on est reparti pour quasiment 3 semaines de traversée jusqu'aux Marquises. Oh, wow. Et c'était dingue. C'est quand même un petit bout. Oui, c'est un petit bout. Ouais, c'est un petit bout, ouais. Non, c'est un gros bout. Le Pacifique, si tu regardes, c'est marrant parce que moi, j'ai fait beaucoup de voyages en Asie, après le premier, là, dont j'ai parlé tout à l'heure, et j'ai fini par acheter une carte du monde vue de l'Asie, qui est complètement différente de celle à laquelle nous on est habitué avec l'Europe au milieu, et elle te permet bien de voir que la taille du Pacifique et la taille de l'Atlantique n'ont rien à voir. Mais rien C'est à ça, voir. mais c'est pas coupé, on le voit vraiment. Absolument. Oui, je vois ce que tu veux dire. C'est gigantesque. Et quand on traverse de Panama aux Marquises, on a fait encore que une partie ridicule du Pacifique. Donc, les Marquises, c'est le premier truc sur lequel t'atterris. Enfin, sur lequel tu Alors toi, améris. tu dis, oui, toi, donc tu dis que t'allais plus avoir d'emploi finalement, et donc c'était l'occasion pour toi de partir. Et t'étais dans quel état d'esprit? Est-ce que t'étais, je sais pas moi, anxieuse peut-être à la suite pour ce que t'allais faire dans ta carrière? Pas forcément. C'était quoi un peu ton... Alors, anxieuse, non, parce que je pense que j'ai assez confiance dans ma capacité de rebondir, de saisir des opportunités, d'être curieuse, etc., euh, pour savoir aller retomber sur mes pattes d'une manière ou d'une autre. Après, avec un gros questionnement, qui était effectivement, qu'est-ce que je fais pour la suite? Parce qu'en gros, je venais de quitter 7 ans d'aventure entrepreneuriale, où j'étais responsable d'une boîte qui n'était pas la boîte que j'avais montée, mais j'étais associée avec la personne qui l'avait fondée. Donc c'est lourd, hein. C'est très très lourd, hein, de fermer une boîte. C'était une aventure qui avait été extraordinaire, hyper riche humainement, hyper riche de voyages aussi, de plein de découvertes du Brésil et tout. Donc j'étais vraiment, il me fallait du temps. Je savais pas du tout dans quoi je voulais me relancer. Et je m'étais dit, en fait, c'est la plus belle opportunité qui puisse m'arriver, c'est d'avoir ce moment de suspendu en dehors du temps, en dehors de toute géographie, et un moment de réflexion, en fait, un moment pour soi. Mais alors, du coup, moi, je pars dans cette traversée en me disant, avec des grands objectifs, genre, évidemment, quand j'arrive aux Marquises, j'ai une vision très très claire de ce que je veux faire pour l'avenir, et j'ai le souvenir d'un quart de nuit, je sais pas, peut-être 5 jours avant, ou 6 jours avant l'arrivée aux Marquises, où je me dis, mais il se passe rien dans ma tête, c'est l'encéphalogramme plat, catastrophe, j'ai pas du tout répondu à toutes les questions auxquelles j'ai envie de répondre. De quel type de métier j'ai envie, quel type de secteur d'activité, est-ce que j'ai envie de refaire du management ou pas, est-ce que j'ai envie de rester dans l'entrepreneuriat social, etc., etc. Après, il y avait des choses qui montaient quand même de plus en plus au fur et à mesure de la traversée, parce qu'en fait, il y a un truc qui est très vrai, c'est que quand tu ralentis le rythme, et notamment quand tu ralentis le rythme aussi visuel, puisqu'il se passe plus rien, hein, t'es connecté à plus rien, t'as un horizon qui est relativement stable, même quand la mer est un peu démontée, mais t'as rien qui te sollicite. Donc en fait, ton esprit, il s'apaise, tout s'apaise, ton mental s'apaise, ton corps s'apaise, et en fait, à ce moment-là, mais ça je m'en rendais pas compte encore, t'arrives à connecter avec ce qu'il y a dans le cœur, et avec les émotions, et avec ton intuition. Mais ça, je m'en rendais pas compte. Moi, je restais quand même un petit peu bloquée dans mon mental de, justement, je suis en encéphalogramme plat au niveau du cerveau, qu'est-ce qui se passe? Oui, j'ai l'impression qu'il Il se se passe passe rien, rien. quoi. Ouais. Et en fait, pendant un quart de nuit, alors souvent pendant les quarts de nuit, pour rester éveillée, je dansais, j'écoutais de la musique et je dansais. C'était là, t'as le mât, t'as les vagues derrière le bateau, t'as les étoiles au-dessus. T'as un côté totalement euphorisant d'être au milieu de du monde que t'es en train d'avaler littéralement une vague après l'autre. Et il y a un mot qui me traverse l'esprit, je crois que ça a été le mot liberté, justement. Et à ce moment-là, c'est enclenché. Alors, l'encéphalogramme s'est remis complètement à faire dans tous les sens. Et là, il y a des flots entiers d'idées qui me sont arrivées au cerveau, justement, mais en fait qui remontaient littéralement des tripes, et en fait qui étaient plein de choses, je pense, que j'avais, qui étaient en train de couver depuis des semaines sur ce bateau pendant cette traversée, auquel j'arrivais pas à accéder parce que j'étais pas encore connectée vraiment, je pense, avec le cœur, l'intuition, etc. Ça, on parle souvent de l'alignement tête, cœur, corps. C'est vraiment ça que j'ai expérimenté, c'est un moment d'alignement
totale et où du coup ça remonte vers le haut au lieu de rester coincé au niveau du haut et de la tête. Et là, à ce moment-là, fort heureusement, j'avais un carnet de notes, parce que j'ai toujours un carnet de notes avec moi et un papier et un crayon, et là j'ai noté tout ce qui ressortait. Et ça m'a donné plein d'idées, de choses qui étaient très claires dans ma tête. Je veux pas repartir bosser pour quelqu'un, j'ai envie d'aller vers des choses plus créatives, j'ai envie de me faire confiance, d'aller explorer les choses justement que j'ai toujours faites, à savoir voyager, rencontrer des gens, raconter mes voyages. Je sais pas ce que je vais en faire, mais il y avait une envie très claire qui était là, et plein d'autres choses qui étaient aussi claires. Il y avait autant de choses qui étaient claires sur le j'ai plus envie d'eux que sur le j'ai envie d'eux. Et en fait déjà, très souvent quand t'es pas clair sur le je sais pas ce que je veux, commencer par être clair sur ce que tu veux plus, c'est un très bon début. C'est souvent ça, hein. Ouais, on sait toujours ce qu'on veut pas en général en premier avant de savoir vraiment ce qu'on veut. C'est un très très bon début de commencer par ça. Et donc là, j'avais des éclairages sur ce que je voulais plus, et j'avais des éclairages aussi sur ce que je voulais. Et donc je me suis dit, bah super, je vais tirer ce fil créatif. L'arrivée au Marquis, ça a été quelque chose de hyper fort. C'est un territoire, donc ça appartient à la Polynésie française, mais c'est hyper isolé, parce que la Polynésie française, ça fait la taille de l'Europe, donc les Marquises, c'est à 5 jours de navigation du reste de Papeete, enfin beaucoup plus que 5 jours d'ailleurs de Papeete, et je me suis dit, bah, je vais en profiter pour rester là-bas et voyager différemment. Donc j'ai pris des cargos, je suis restée avec mes amis sur le bateau jusqu'à ce que eux et d'autres personnes qui arrivent, parce qu'ils faisaient du charter pour vivre. Et j'ai commencé à voyager autrement, alors sac au dos, en prenant des cargos, etc., en allant dans des îles vraiment paumées, certaines très paumées, d'autres moins paumées, et partout des rencontres de dingue, etc., et vraiment des envies, tu vois, de faire des documentaires, typiquement sur les Marquises, le fait qu'ils reconnectent avec leurs traditions ancestrales, et qu'ils sont en train de renouer avec le tatouage, l'art de la danse. Enfin, il y avait tellement de choses, si tu veux, c'était tellement de choses que j'avais envie de raconter d'un coup. Ça allait dans le sens vraiment de ce qui m'était arrivé au cerveau, j'ai envie de suivre un flow plus créatif, où je lis toutes mes passions, le voyage, la narration, l'image, parce que j'ai toujours aimé prendre des photos. À l'époque, je prenais que des photos, je faisais pas encore de la vidéo, et voilà. Bref, je vais pas rentrer dans trop de détails non plus, sinon on y sera encore dans 4 heures, mais j'ai passé un certain nombre de temps donc en Polynésie, et au moment où je me suis dit, bah, il va quand même falloir que je rentre en France, à un moment donné, je me suis dit, je vais en profiter pour rentrer et me former à des choses qui m'intéressent. Donc, la vidéo documentaire, le reportage photo dans une logique du documentaire, le montage vidéo, etc., etc. Et donc, il y a un truc formidable en France, quand même, c'est que tu peux te former à plein de choses, et à Paris notamment, il y a un truc qui est dingue, qui s'appelle les cours pour adultes de la mairie de Paris, CAMP ou CPAM, ou je sais plus quoi, où tu as accès, quasiment gratuitement, à tout. Ça va de devenir boulanger à apprendre l'anglais, à passer ton CAP couture, à faire de la formation vidéo, et voilà. Et donc tu t'inscris, tu postules, tu montes ton petit dossier, et puis tous les 6 mois, tu as des périodes de formation de 6 mois. Donc je me suis formée pendant 6 mois à toutes ces différentes choses qui m'intéressaient, et arrivait l'été, et je me suis dit, ah bah merde, maintenant qu'est-ce que je fais? J'ai pas de voyage de prévu, mais si j'en profitais pour voyager et mettre en pratique ce que j'ai appris. Et à l'époque, du coup, je me dis, bah je vais en profiter pour aller retrouver mes copains sur le bateau, qui étaient à l'époque en Asie du Sud-Est. Moi, de l'Asie du Sud-Est, j'adore. Donc je cherche un plan en Asie qui mêle vidéo et je trouve une ONG qui s'occupe de faire venir des volontaires un peu partout dans le monde, et bref, je postule un truc en Malaisie, et ils me disent, ah bah non, pas de bol, en Malaisie c'est plein, mais si ça t'intéresse, on peut éventuellement avoir besoin de quelqu'un en Tanzanie. Alors là, je me dis, oh là là, l'Afrique, mais alors j'y ai pas du tout pensé, moi j'étais partie pour aller en Asie du Sud-Est, pas du tout l'Afrique, et en fait, très bizarrement, tu sais, on te donne un os à ranger, enfin, il y a d'un coup une petite porte qui s'ouvre dans ta tête, et d'un coup... C'est un autre univers tout à coup qui s'ouvre à toi finalement, quelque chose tu n'y avais jamais pensé. Exactement. Et là, ah bah oui. Exactement. Et le truc, donc je postule, je leur fais tout un dossier de photos, de reportages, etc. Ça marche pas. Et alors là, pour le coup, dégoûtée,
dégoûtée, parce que là, ça y est, je me voyais en Afrique, hein, et puis j'en avais très envie, du coup, je me disais, oh, putain, avec des animaux dingues. Donc dégoûtée, je me dis, c'est pas possible, je peux pas rester sur cet échec. Et à l'époque, donc j'ai été sur un site qui s'appelle Escape the City, qui existe toujours, qui recensait beaucoup de trucs comme ça, complètement improbables à l'étranger, notamment dans des pays anglophones. Et je vois un truc en Zambie, d'une toute petite asso, qui cherche un vidéaste pour raconter leur histoire dans une zone complètement reculée de la Zambie. Et là, je me dis, bon bah écoute, la synchronicité de la vie, il y a une porte qui se ferme, une autre qui s'ouvre, et en plus ça me correspond beaucoup plus, parce que c'est pas de la photo, c'est de la vidéo, et vraiment, j'avais pris goût à l'image, à l'image pas statique. Et voilà, et je postule, il y a 50 personnes qui postulent, je suis la seule qui a jamais fait de vidéo, qui a juste été formée en théorie, et le fit passe super bien entre la fondatrice et moi, et elle me dit, bah non, c'est toi, t'as une logique entrepreneuriale, donc tu vas être capable de comprendre ce qu'on fait, j'adore les photos que tu fais, il y a une patte très humaine, donc voilà, bon, c'est ça qu'on cherche. Banco. Et elle me dit, je pose pas de questions. Et à l'époque, j'étais à Naples en week-end. Je pose pas de questions sur le où, le comment. Enfin, je comprenais que c'était au bord d'un lac en Zambie. Elle me parle de crocodiles et de zèbres. Je me dis génial. Je pose pas trop de questions sur le comment. Et je prends mon billet simple pour la Zambie. Je pars avec tout mon matos vidéo, etc. J'achète le micro, tout ce qu'il faut pour faire mes petites interviews. Et donc je pars avec tout ça qui est bien bien lourd, et mon sac à dos qui est donc toujours le même depuis l'Amérique du Sud, et les chaussures de rando qui ont changé en revanche, et j'arrive dans un endroit complètement dingue, dans le cul du loup de la Zambie, pour faire, où je passe 6 semaines du coup, à rencontrer plein de gens liés à cette ONG, des écoles, des profs, faire plein d'interviews, et donc tu rentres vraiment dans une vie rurale, très locale, avec les choses, les surprises, tu vois, des trucs que tu t'attends pas du tout. Par exemple, je devais interviewer un prof un jour, on s'est mis d'accord sur un horaire, et j'arrive, et le prof est pas là, et je dis, bah écoute, je l'ai vu il y a 2 heures, il était là. Oui, mais il a dû partir à un enterrement parce que son beau-frère s'est fait dévorer par un crocodile. Et là, ah oui, c'est d'autres styles de... Et là tu fais, ah oui, c'est sûr, c'est pas les mêmes problèmes que ceux qu'on a en Europe. Évidemment, oui, bon l'interview ça va être décalé, il n'y a pas de problème. Voilà, donc c'est des choses comme ça, tu vois, t'es vraiment dans le cœur du réacteur de la vie quotidienne des gens, et de vrais problèmes du quotidien qu'ils peuvent avoir. Donc ça a duré 6 semaines, tu disais? Ouais, donc ça a duré 6 semaines, et après, mon idée, c'était d'essayer de trouver d'autres missions, toujours pour continuer à pratiquer ce que je faisais. Donc Mais en restant en Zambie? En restant en Afrique. Pas forcément. Oui. Donc j'étais toujours sur Escape the City, donc quand t'es approché la fin de cette mission, donc j'étais très triste de partir, parce que vraiment, ça s'est très bien passé, et c'est des gens qui sont aussi des amis. Et du coup, j'ai commencé à contacter d'autres personnes au Malawi, qui était le Ok, oui, ça, tu voulais rester sur le continent africain, en fait. Mais là, en fait, je m'étais dit, je tire le fil. En fait, je voyais ça comme une pelote de laine. Je me dis, je tire le fil professionnellement parlant, et en restant dans cette région, et on voit où ça m'emmène. Je vais découvrir ce que j'ai à découvrir, à la fois en termes de pays et d'expérience professionnelle. Et je me disais, je vais me laisser porter un peu au gré des missions que je trouve. Et je trouve une mission pour une agence de voyage. Bref, je me retrouve à bosser pour ce mec, à faire aussi des vidéos, à partir à droite à gauche. Et la première mission commence à l'est de la Zambie, où il avait un groupe qui était en voyage, et il me dit, bah super, si tu fais de la vidéo, j'ai un groupe qui est à South Luangwa, qui est donc un parc de safari, qui est donc là où j'habite maintenant. Tu peux les retrouver, comme ça ils t'emmèneront au Malawi avec le bus, et au passage, tu peux aller faire des vidéos dans plein de lodges, comme ça je m'en servirai pour le site internet de mon agence. Et donc je me suis retrouvée dans des lodges dingos, que j'aurais jamais eu accès de ma vie sans ça, et surtout à rencontrer plein de gens qui vivaient là, des étrangers qui venaient d'un peu partout dans le monde, et qui avaient l'air de trouver cet endroit assez fascinant. Et je me suis dit, putain, c'est vrai que cet endroit a l'air dingue, il y a une toute petite communauté d'expats qui ont l'air de vraiment être heureux ici. Ce serait assez dingue de me retrouver à gérer un lodge pendant 6 mois, ou
un bush camp dans le parc, en autarcie, avec les lions et les animaux, etc. Donc je reste en contact avec pas mal de gens. Sur ce, je pars au Malawi, avec pour objectif de terminer au Mozambique. J'ai jamais atteint le Mozambique, je suis revenue par la case Zambie. Et parce qu'en fait, j'ai trouvé un boulot, donc à South Bangor, pas à gérer un bush camp, mais un boulot qui avait trait beaucoup plus avec mon métier d'avant, qui était le textile. Et donc il y avait une boîte qui existe toujours maintenant, hein, qui existait déjà depuis 25 ans à l'époque où je l'ai rejointe, qui s'appelle Tribal Textiles, qui faisait des textiles de maison peint à la main par des artisans locaux à South Bangor, dans ce parc de safari. Ouais, donc ça rappelait quand même pas mal de choses pour toi, quoi. Ouais. Donc je me suis fait un peu rattraper par mes anciennes amours, mais en continuant à faire mes vidéos, etc. Donc elle a été malade, elle m'a laissé pas mal de liberté pour que je continue à pouvoir faire mon blog de voyage que j'avais ouvert avant d'arriver en Zambie, pour continuer à faire mes vidéos, et voilà. Donc j'ai, pendant 7 ans, travaillé pour Tribal Textile. Quand même. Ouais. J'ai commencé pour 3 mois, et je suis restée 7 ans. Voilà. Mais je suis curieuse de... je suis quand même curieuse de savoir un peu, tu sais, tes proches, leurs réactions, tu sais, avec ton changement de vie, entre guillemets. Comment ça se passe tout ça? Parce que c'est vrai que parfois, c'est pas évident. Ouais, c'est pas évident. Alors, j'ai toujours Ils peuvent pas forcément te comprendre, Ouais. ou tu sais, le cheminement dont tu parles, que tu as eu là pendant ta traversée du Pacifique, bah eux, forcément, n'ont pas vécu ça. Et je suis vraiment curieuse là de savoir tout ça. Alors c'est une bonne question. Ça a été très facile avec la plupart des gens, parce que la plupart de mes amis m'ont toujours vu voyager beaucoup et ont toujours profité de mes récits de voyage et adoré voyager à travers moi. Donc de ce point de vue-là, je pense que personne n'a été très étonné dans le cercle amical. Dans le cercle familial, mon père a toujours soutenu, en tout cas pas jugé ce que je faisais, dès lors que j'étais en sécurité à peu près. C'est moins bien passé du côté de ma maman, parce que je pense qu'il y avait un certain nombre de peurs que ça soulevait. Notamment, en fait, là où ça a vraiment bloqué, c'est quand j'ai écrit un message du bateau en disant « Bon, en fait, je vais tirer le fil de la pelote de laine, justement, et je vais rester en Polynésie, dessiner, faire des photos, raconter des histoires, etc. » Et alors là, elle a pas du tout compris, parce qu'au départ, je devais repartir au Brésil bosser pour quelqu'un sur une mission pendant la Coupe du Monde, et j'ai dit non, du coup. Et là, elle a pas du tout compris. Mais enfin, t'es complètement folle, tu dis non à des boulots, bon. Voilà, donc je pense qu'il y avait les peurs à la fois de moi à l'autre bout du monde, et la peur de mais qu'est-ce qu'elle va devenir, qu'est-ce qu'elle est en train de faire, elle est en train de se désocialiser complètement. D'une certaine manière, je pense qu'il y avait ça, et puis certainement une peur pour la sécurité en général. Et puis une incompréhension, et puis peut-être aussi un fond de moi j'ose vivre ma vie et faire des choix de vie qui sont peut-être un petit peu audacieux, qu'elle s'est peut-être pas autorisée à faire à certains moments. Donc voilà, je pense qu'il y a tout ça un petit peu qui est mélangé. Et maintenant, on est 7 ans plus tard, pas du tout au même endroit, puisqu'elle est très admirative des choix de vie que je fais, et elle me soutient là-dedans, mais ça a pris un certain temps. Et donc effectivement, quand j'ai fini par me poser en Zambie, là, à South Bangor, pour bosser pour Tribal Textiles, où au départ c'était pour 3 mois, du coup ma mère a déboulé dardard, et ma sœur aussi, en se disant on sait pas pour combien de temps elle est partie, et si où est-ce qu'elle va rester. Là elle reste pendant 3 mois, donc on en profite, on a l'argent. Donc elles sont venues tous les deux me voir. Voilà. Le reste de mon entourage, j'ai envie de te dire, je pense que personne à critiquer. Je pense au contraire, en fait, moi je pense toujours que quand tu oses faire des choses, ça autorise d'autres personnes à ouvrir certaines portes dans leur esprit de c'est possible. Ça autorise d'autres personnes à faire des choix qui peuvent être un peu audacieux aussi. Et puis ça fait voyager, ça fait rêver. Tu vois, parce que je partageais toujours ces récits et que au final j'ai fini par ouvrir un blog de voyage, etc. Je pense qu'il y avait vraiment pas du tout d'incompréhension, parce que je partageais tellement ce que je vivais, et avec humour et en même temps profondeur, que
ça inspirait beaucoup les gens en fait. Ça leur donnait envie de me suivre, ça leur donnait envie de me voir continuer aussi ces voyages et ces récits. Ouais, je comprends complètement. Mais d'ailleurs, donc toi, tu étais finalement donc, en Zambie. Donc, tu as rencontré ton mari là-bas, si j'ai bien Oui, compris. absolument. Comment ça s'est passé, ça? Eh ben écoute, alors ça s'est passé de manière très naturelle. Donc il y a, comme je te dis, une espèce de petite communauté de personnes qui travaillent dans des lodges. À l'époque où je suis arrivée, il y avait vraiment que des personnes qui travaillaient dans des lodges ou pour tribal Textiles. Mais c'est très peu de gens. Et je l'ai rencontré un soir parce qu'en fait, quand les personnes bossent dans des lodges, des hôtels, enfin, c'est pas des hôtels, donc lodge c'est vraiment le bon terme, bah tu vois, ils bossent 6 jours par semaine, donc en gros quand ils ont une journée off, ils aiment bien sortir de chez eux, il y a un endroit où on a le droit d'aller, qui est ouvert, pas que aux clients, etc. Et donc on avait tous tendance à se retrouver là le week-end, donc je l'ai rencontré là-bas, et voilà, à un moment où moi je m'étais dit dans ma vie, bon bah je m'installe dans le cul de l'Afrique, a priori j'aime bien ici, je vais y rester, je rencontrerai personne, j'avais 39 ans à l'époque, et je me souviens m'être dit, bah est-ce que t'es ok avec ça ou pas, l'idée de rencontrer personne et de t'asseoir sur une vie de famille, et je m'étais dit bah oui, et bah 15 jours après je le rencontre, Ok, voilà. ouais. Mais ça, c'est incroyable, hein. On dit qu'il faut pas chercher l'amour pour le trouver, mais c'est tellement vrai. C'est Ouais, fou. ouais. Alors après, je vais pas dire que tout est facile, hein, parce que bah, on est deux cultures différentes, vivant dans un troisième pays, dans des conditions qui sont quand même un petit peu extrêmes à plein de points de vue. Tu peux avoir une forme d'incompréhension sur certains trucs. Après, parfois, c'est aussi peut-être plus simple parce que bah, justement, t'es ni dans le pays de l'un ni dans le pays de l'autre, C'est vrai, d'un donc t'es en côté, zone c'est neutre. peut-être... Oui, oui, c'est pas mal, ce côté zone neutre. Ouais, ouais. Et puis tu peux t'autoriser à vivre ta vie comme tu as envie de la vivre, dans le sens où bah, c'est pas très formaté ici, c'est pas très normalisé. Donc Mhm. quels que soient tes choix de vie, les choix d'éducation que tu fais pour les enfants, les choix professionnels que tu fais pour toi, finalement il y a personne qui est là vraiment pour juger, puisque Mhm. chacun est un petit peu un outsider dans l'endroit où on vit. Donc voilà, les seules personnes qui pourraient éventuellement juger, là encore, sont les personnes qui restent en France, etc. Mais quand tu es relativement clair sur la communication autour de tes choix de vie, ça passe. Du coup, ton mari est australien. Peut-être que tu pourrais nous dire rapidement comment est-ce qu'il est arrivé lui aussi en Zambie. Alors lui, alors contrairement à moi, ah oui, parce que voilà, moi je fais figure de trucs vraiment très bizarres là où j'habite. Je suis une des seules personnes qui vit là où je vis depuis 7 ans et qui aime bien les animaux, mais qui ne suis pas venue pour les animaux. C'est-à-dire Ok. que tous les gens qui vivent ici ont une passion pour la vie animale, pour conserver la vie animale, une vie animale qui est très très en danger. Et voilà, donc tout le monde est passionné par ça, les gens sont venus ici pour ça, moi pas. Donc lui est venu ici pour ça. Quand il était petit, il habitait en Afrique dans une famille, pas du tout en Afrique, pardon, en Australie dans une famille pas très aisée. Ils avaient la télé, il adorait les documentaires animaliers comme beaucoup d'enfants. Et donc quand il a eu ses premiers salaires, il a fait un tour en Afrique. Alors c'est un truc qu'on connaît pas trop nous les Français. Ça s'appelle les Overland Truck, où c'est un voyage, donc tu pars, je te dis n'importe quoi, de Cape Town à Cape Town, donc tu fais 6 mois ou 3 mois, tu fais un grand tour, mais tu peux venir juste pour des tronçons. Donc en fait, t'as des gens qui vont monter dans le Overland Truck pour aller de Cape Town au Mozambique, et puis d'autres qui vont monter du Mozambique au Malawi, et qui vont terminer en Namibie, etc. Et donc lui, il a fait un grand tour comme ça en Afrique du Sud, en Afrique australe, adoré ça, et de fil en aiguille, il est parti 1 an en Tanzanie étudier la vie animale, et un des mecs qu'il avait rencontré sur place 1 ou 2 ans après lui dit, écoute, là où je suis à South Langwa, il cherche quelqu'un pour gérer un camp pour la saison prochaine, est-ce que ça te branche? Il a dit oui bien sûr, et il a déboulé pareil pour 6 mois, renouvelé l'année d'après, donc il a bossé pour pas mal de lodges, et quand je l'ai rencontré, il bossait pour un lodge très chouette depuis 4 ans. Et Ouais, maintenant, il a wow. monté sa boîte. C'est ça, et qu'est-ce qu'il fait du coup exactement? Et ben maintenant, il a monté sa boîte, et alors, une autre boîte, parce que je l'accompagne dans le développement, qui s'appelle African Outback Adventures, puisque l'outback australien, et il propose des safaris
vraiment hors dehors des sentiers battus, parce que lui, sa passion, c'est de faire des voyages en 4x4 assez aventureux, dans des endroits très reculés, pour montrer autre chose que les parcs de safari, tu vois, classiques, où t'arrives, tu te poses dans ton lodge, tu vas faire ton safari le matin, tu reviens, tu vas faire ton safari l'après-midi, tu reviens, tu y passes 4-5 jours, et puis tu repars. Lui, l'idée, c'est vraiment de faire des choses itinérantes où tu vas dans des zones, du coup, plus difficiles d'accès, en 4x4, mais avec lui, ou alors tu conduis ta voiture, mais lui, il est là pour t'accompagner, et tu fais ça avec des groupes d'amis, etc., à plusieurs voitures, et donc ça te permet de voir une Afrique vraiment profonde, de traverser des villages très reculés, d'aller dans des zones qui sont difficiles d'accès, etc. Et de vivre l'aventure, tu vois, le camping à la belle étoile, enfin pas à la belle étoile, mais le camping sous les étoiles, etc., etc. Donc voilà, ça c'est ce qu'il fait depuis 3 ans maintenant. Ok. Donc il fait ça pour les familles et puis aussi, pas forcément les familles, je veux dire. Il fait ça pour des couples, des amis, Oui, c'est ça, des pour familles. n'importe quel public, voilà, c'est ça ma n'importe question. quel public. N'importe quel public. Et en fait, comme nous, on a des enfants et qu'on est la démonstration que la preuve vivante qu'il est possible de voyager en Afrique en 4x4 avec des enfants tout petits et que c'est extra, de fait, il y a pas mal, on aimerait bien aussi faire venir pas mal de familles, tu vois, pour leur montrer que l'Afrique, c'est pas dangereux. Parce que j'ai oublié de le dire, mais c'est vrai que quand je suis venue en Afrique, moi j'avais une idée de l'Afrique, je pense comme beaucoup de gens, alors que Dieu sait que j'avais voyagé, Dieu sait que j'avais voyagé sac au dos, que j'avais pas peur du voyage, que j'avais compris à quel point voyager c'était facile partout, t'as toujours un bus, quelqu'un pour t'aider, enfin t'as toujours un moyen de trouver, faire make a plan, comme ils disent en Afrique. Et je sais pas pourquoi, dans ma tête je me disais l'Afrique, forcément t'es malade, enfin tu tombes malade, les transports ça doit être une galère pas possible, ça doit être hyper coûteux, etc. Enfin tous les clichés de l'Afrique, et puis c'est dangereux. Alors certains pays sont plus dangereux que d'autres, effectivement. La Zambie est absolument pas dangereuse, le Malawi est absolument pas dangereux, c'est des pays où les gens sont d'une douceur et ont un humour pas possible, enfin c'est des pays extra, tu vois, qui sont totalement hors du radar des voyages en Afrique et du safari classique Kenya, Tanzanie ou Namibie, mais qui sont des pays extraordinaires. Et bref, voilà, donc vraiment l'Afrique en famille c'est possible, l'Afrique pas en famille c'est possible aussi, et c'est surtout L'Afrique tout court c'est possible. L'Afrique tout court c'est possible, ça n'est pas dangereux, tu ne tombes pas malade. Moi j'ai le souvenir, donc quand je suis arrivée donc sur ce fameux truc où je faisais mon tournage de film en Zambie, donc ma mère qui avait l'expérience des 4 ans au Nigeria me dit surtout tu laves alors c'est pas à l'eau de javel mais au vinaigre blanc, tous tes légumes, etc. Et j'arrive, je vois des mecs qui prennent des tomates, qui les découpent, des salades, des laitues, je me dis mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Je leur dis mais vous êtes jamais malade? Ils me disent mais non pas du tout, pourquoi tu veux qu'on soit malade? Bref, tu vois le délire total, en fait vraiment, et je pense que c'est ça qui nous anime, mon mari et moi, c'est de partager une Afrique authentique, et puis de montrer à quel point surtout l'Afrique c'est tout sauf ce qu'on en fait comme idée. Et peut-être que tu pourrais nous parler un peu plus de ton quotidien justement en Zambie, peut-être qu'on réalise un peu plus, et puis nous parler aussi de votre style de vie alternatif avec les enfants, etc. Ouais, alors ça peut toucher plein de domaines, parce que comme tu dis, t'as l'éducation, t'as la vie quotidienne, il y a plein de trucs. Typiquement là, aujourd'hui, juste pour l'anecdote, parce que je trouve ça rigolo, donc toi t'es au Canada où il y a les premières neiges, moi il fait 40 degrés tous les jours en ce moment, je dois mettre mon ordinateur au frigo à partir de midi toutes les demi-heures pour pouvoir travailler, parce et c'est pas une blague, on est d'accord, c'est vraiment au frigo. C'est pas une blague, je dois le mettre au frigo. Il est en surchauffe, Internet galère, donc c'est bien qu'on se parle le soir parce que Internet remarche à peu près. Et sauf que à cette période de l'année, normalement le soir, t'as aussi les premières pluies qui tombent, donc tu ne t'entends plus parler, donc tu vois, tu peux plus avoir une conversation le soir. Ce qui nous est arrivé hier, qui a fait qu'on a dû décaler notre discussion. Parce que t'as des maisons, parce que je sais que mes copains comprenaient pas, donc mes copains me disaient, je comprends pas qu'on puisse pas te parler après 7h le soir. Donc déjà, on vit avec le soleil. Donc moi, je me réveille à 4h du mat, très souvent, ou 5h, dernier carat, et en revanche, à 7h30, 8h, il n'y a plus personne, je suis
aux abonnés absents. Parce qu'il fait nuit noire depuis 2 heures. On n'a pas de vitres aux fenêtres, donc les gens entendent probablement dans le micro. T'as tous les bruits de la savane autour de toi qui sont là, mais tu as aussi la pluie qui rentre chez toi quand il pleut, ou les animaux qui rentrent quand c'est la période où justement t'as les premières pluies et t'as tout le monde qui sort. Il y a une époque de l'année où tu peux pas cuisiner, parce que si t'as la lumière allumée et que tu cuisines, tu te retrouves directement avec un petit ajout de protéines sympa sous forme de différents insectes qui s'agglutinent dans ton truc. Donc il y a des choses qui sont un peu moins glamour que d'autres. À côté de ça, la nuit dernière, je me suis fait réveiller par un éléphant qui était à la fenêtre. Et tu vois, tu regardes, t'es un peu empâté au te réveil, et là tu vois la tronche d'un éléphant en face de toi, tu fais oh mon dieu, c'est gros, j'avais oublié. Ouais, les galères de voiture. Alors ça, il y a un truc au quotidien qui moi me pèse, là où je vis, c'est de pas pouvoir marcher, parce que c'est trop dangereux de marcher, il y a trop d'animaux. Ah ouais. Tu vois, il y a vraiment une question de sécurité pour les enfants, tu vois. Tu les fais pas courir en dehors de la maison s'il n'y a pas un adulte qui est en train de superviser et de vérifier, parce que tu peux avoir un léopard qui passe par là et qui les prend pour une petite antilope en train de courir. Ouais, non mais c'est voilà, il y a plein de choses, tu vois, auxquelles il faut faire attention, auxquelles on pense pas nécessairement. Après il y a des trucs que je trouve géniaux. Typiquement, le fait d'avoir accès à beaucoup moins de choses, ça te dépollue l'esprit, ça te dépollue le mental, c'est un truc de fou. Donc, si tu te poses moins de questions, c'est ça que tu veux dire ? Tu te poses beaucoup moins de questions. T'as une espèce de supermarché vaguement stocké. La première fois que j'y suis allée, je me souviens, j'avais fait une liste longue comme le bras, tu sais, en mode je pars au Monoprix, et je suis arrivée, j'ai gloussé toute seule en entrant dans le truc. Je me suis dit, mais à quoi tu t'attendais? Mais t'es complètement con. J'ai enregistré ma liste, et puis j'ai fait les trois étalages qu'il y avait, et puis j'ai pris ce que je pouvais prendre. Et voilà. Et donc tu t'as pas accès à tout. On a de la chance, comme il y a beaucoup de lodges là où on est, il y a un camion qui vient de la capitale une fois par semaine ou une fois tous les 15 jours en période de saison des pluies. Donc on peut commander des choses, donc tu envoies un tableur Excel le lundi avant midi. Si tu rates le lundi à midi, t'as rien pendant les semaines. Voilà, donc il y a des choses qui sont à la fois plus simples, tu vois, moi je trouve ça beaucoup plus simple d'une certaine manière de faire mes courses sur un tableur Excel, et puis arrive ce qui arrivera, et puis tu fais ta vie avec, que de te dire, bon bref, voilà, donc le less is more. Moins de questions, quoi, et puis c'est plus facile au final, ouais, c'est moins ça. Moins de pollution. Et comment ça se passe pour l'école, enfin l'éducation, les enfants, tout ça ? Ouais, alors ça c'est les copains aussi. Alors on a de la chance, on a beaucoup de copains qui étaient là en même temps que nous, qui ont eu des enfants en même temps que nous. Quand je suis arrivée, personne n'avait dans notre communauté, notre petite communauté, personne n'avait d'enfants. Alors il faut savoir que donc on vit dans un village où il y a beaucoup de gens locaux. Après, on est dans une zone ultra rurale, donc il y a un vrai décalage d'éducation, etc. Donc, même si j'adorerais avoir des vrais potes zambiens, ce serait le cas si j'habitais à la capitale et j'ai des copains zambiens à la capitale. C'est malheureusement pas le cas là où j'habite, parce que il y a un vrai décalage culturel, un vrai décalage de moyens, et donc ça met pas les gens forcément à l'aise. Donc dans les copains qui étaient là aussi, qui viennent un peu partout dans le monde, donc on a eu plusieurs d'entre nous des enfants au même moment, qui sont donc très polyculturels. Il y a des mix de toutes les nationalités, et ils vont tous à l'école. Donc tous nos enfants vont à l'école dans une toute petite école de brousse, de village, où ils apprennent pas grand chose, à part à sociabiliser, à jouer avec leurs copains zambiens, et ils apprennent le nyanja, qui est la langue locale. Ah oui, quand même, donc eux ils sont un peu plus mixés entre guillemets peut-être que vous adultes. Complètement. Alors nous on a quelques copains, tu vois, mais c'est vrai que c'est pas
malheureusement pas autant que j'aimerais. Ouais, c'est pas si facile, hein. Même nous, je trouve au Canada, tu vois, en fait, c'est vrai partout. Finalement, on va plus se rapprocher de notre communauté, ce qu'on connaît, vu qu'on a déjà plus nos repères. Enfin, j'ai l'impression en tout cas. Et que du coup, on va plus vers les personnes qui ont un peu nos références, etc., pour aussi avoir ce côté-là quand même. Alors J'ai l'impression. ouais, tout à fait. De fait, moi, il y a personne de français, enfin, donc Oui, tu vas que mais donc vers ce qui des vous gens rapproche, c'est étrangers. plus que Donc vous voilà, avez tu vas te ramener voyagé vers et des que... occidentaux ou européens ou américains ou sud-africains, etc. Mm. Effectivement. Mais une fois de plus, ce serait très différent si j'étais à la capitale. Tu vois, une de mes collègues Tribal Textile et des Zambiennes, mais qui avait fait ses études en Angleterre, etc. C'est devenu et resté une super copine. C'est juste qu'elle a quitté l'endroit où on habite maintenant parce qu'elle y bosse plus. Voilà. Donc c'est tout à fait possible, mais c'est vrai que c'est pas, il y en a pas autant que ce que j'aimerais. Et donc tout ça pour dire qu'effectivement nos enfants vivent beaucoup plus mixés parce que tous leurs copains sont zambiens, ils se parlent en nyanja, ils apprennent les chansons locales, etc. Et ça c'est Wow. cool. Et ça c'est un choix de notre part parce qu'il y a une autre école qui a été montée par quelques autres parents d'enfants expats où ça mixe aussi avec des enfants zambiens, mais ils sont moins nombreux, il y a quand même une proportion à peu près moitié-moitié, et moi j'avais vraiment envie que les miens soient en immersion. Donc quand ils sont arrivés dans l'école, pour tout te dire, au départ il y avait 7 enfants, donc ils étaient deux petits blancs, et alors très vite, c'est là où c'est drôle, au bout de 3 mois, il y avait 22 Zambiens qui étaient là, parce qu'ils disaient, oh bah attends, s'il y a 2 petits blancs, c'est forcément que l'école doit être de super bon niveau, alors que la prof était complètement nulle. Donc tu sais toute la classe moyenne ou aspirante classe moyenne zambienne s'était dit, oh bah on va les mettre les enfants là où il y a les Muzungu. Les Muzungu c'est les blancs, enfin l'étranger. Et voilà. Donc ça c'est pour l'anecdote rigolote. Alors que nous on avait choisi l'école juste parce que elle était pas très loin et la prof était complètement nulle, ils apprenaient absolument rien. Enfin, ils apprenaient rien, ils apprenaient l'essentiel, la sociabilisation, ils Oui. apprenaient à être dehors, à parler, à Parce que tu s'asseoir. t'imaginais qu'ils allaient apprendre, quoi. Ah non, pas du tout. Ah non, je me suis jamais leurrée sur le fait qu'ils allaient apprendre quoi que ce soit à ce stade. Mais ils avaient 2 ans et demi. Enfin, Noah avait 2 ans et demi ou 3 ans. Euh, et maintenant, ils sont dans une école un peu plus élaborée, où ils ont l'air d'apprendre un peu des trucs, un peu plus. Mais une fois de C'est plus, vrai tu qu'ils sont sais, moi, encore petits aussi, donc bon, bah, ils sont très petits. on Et rentre pas encore puis, dans le vif du sujet. ouais, et puis moi je crois sincèrement, même pour nous adultes, hein, que, enfin, et tout le monde, enfin, toutes les études le montrent, hein, les soft skills, notre capacité à rebondir, nous adapter, être résilient, etc., gérer nos émotions vont être beaucoup plus importantes dans l'avenir que tous les Oui. trucs académiques qu'on a pu nous apprendre à l'école qui, C'est ça, connaître toutes tes tables de tes tables multiplication et tes par cœur. poèmes, etc. C'est bien, mais là, je rentrais en France l'autre jour, je voyais des copines avec leurs ados qui étaient en train d'apprendre un poème de Dubélé en La vieux poésie de français. l'albatros, moi, elle m'a J'étais traumatisée là, celle-là. putain, mais qu'est-ce qu'on nous fait apprendre en fait? Est-ce que c'est vraiment Ouais. utile, quoi? Bah, c'est vraiment apprendre bêtement là, par Alors contre, hein, oui, mais oui, ça développe l'esprit analytique, oui, ça développe la mémoire, oui, machin, mais vraiment. Mais c'est un vrai questionnement parce que tu vois, j'arrive à l'âge, Noah il a 5 ans, j'arrive à l'âge où tu dis, tu vois, tout le monde te dit, mais alors comment tu vas faire pour le CP? Tu sais, le fameux, quand il a 6 ans, pour apprendre à lire et à écrire. Et du coup, je commence à sentir une espèce de pression venue de l'extérieur de l'Europe. Merde, qu'est-ce que je dois faire? Alors que de moi-même, je me dis pas, merde, qu'est-ce que je dois faire? Je me dis, ça viendra quand ça viendra, je l'aiderai peut-être un peu, voilà. Mais j'ai certainement pas envie de faire du homeschooling, c'est pas du tout ma tasse de thé, c'est pas du tout dans mes compétences. En revanche, je leur lis des histoires en français, c'est important pour moi qu'ils entendent du français. Euh, mais voilà, j'ai pas d'idée encore très préconçue sur ce qu'on fera pour la suite. Si à un moment je sens qu'effectivement ils vont être en galère pour s'adapter au monde parce qu'on fait le choix de continuer à vivre ici, ben on devra ouais. peut-être changer Vous avez un peu de temps quand même. on a un petit peu de temps. Est-ce que tu veux qu'on ajoute autre chose sur tout ce dont on s'est parlé, ou est-ce que tu penses qu'on a fait le tour? Écoute, non, on a fait un bon tour, je sais pas si t'as entendu, mais il y a un éléphant qui vient de tromper Non, mais ton quand micro t'as l'a posé sûrement ta entendu. question. Je suis quasiment sûre que c'est un éléphant en train de tromper parce que j'écoutais ta question, mais j'ai entendu. Euh,
Écoute, non, enfin je pourrais parler pendant des heures parce qu'on a aussi, moi il y a un truc, parce que bon, j'accompagne des gens quand même, je fais du coaching maintenant, justement, de coaching, d'accompagner les gens à faire des choix de vie un peu audacieux. Moi je dis toujours, j'insuffle les possibles et l'audace du mouvement aux personnes qui ont envie de se mettre en marche vers une vie un peu extraordinaire, et souvent une vie extraordinaire, elle commence par apprécier l'extra dans l'ordinaire, donc être capable de regarder son quotidien avec une nouvelle paire d'yeux, et créer des occasions un peu extra dans son ordinaire. Des occasions extra dans son ordinaire, ça peut être juste être curieux de son voisin, aller faire un voyage justement un petit peu en dehors de l'ordinaire, et c'est pas forcément un voyage à l'autre bout du monde, tu vois. Là j'ai emmené des personnes randonner sur Compostelle cet été, parce que pour moi le voyage justement dans la nature, randonner, le temps lent, etc., pour connecter à soi, reconnecter au monde, reconnecter au vivant, c'est vachement important. Et en fait c'est ça, je pense que l'ordinaire et l'extraordinaire, enfin l'ordinaire est très mal vu, et l'extraordinaire te place tout de suite sur un pédestal, et en fait l'extra il est très souvent pas si loin de ton ordinaire. En revanche, il faut un tout petit peu d'audace, et il faut surtout être capable d'écouter ses envies, d'écouter ses rêves, et donc de connecter avec soi. Et je trouve que c'est ce qui est très difficile dans le brouhaha du quotidien, de la vie trépidante qu'on a en Europe, ou dans les pays occidentaux, c'est qu'on a beaucoup de mal à connecter avec nous-mêmes, on a beaucoup de mal à connecter avec nos envies, on sait plus très bien ce qu'on veut, quoi. Et moi je vois plein de gens autour de moi à 45 ans qui se réveillent en se disant merde, en fait qu'est-ce que je veux pour la suite de ma vie, et qui sont un peu embarrassés parce qu'ils savent pas ce qu'ils veulent pour la suite de leur vie. Ils ont oublié de se poser cette question-là depuis fort longtemps. Ouais, je comprends complètement. Ouais, c'est super en tout cas que tu aies trouvé ta mission de vie, si je puis dire, justement, grâce un peu à tous ces cheminements que tu as eus à travers tes voyages finalement. On va arriver donc à la fin de notre échange, et je suis ravie que tu nous dises un petit peu ce que ça t'a apporté là tout ça, tous ces voyages justement au niveau perso, pro, là on l'a compris, peut-être un peu plus personnel. Je pense que ça peut être intéressant, ce que ça t'a appris sur toi, ce que ça a nourri chez toi finalement tout ça. Tellement de choses. Je pense que, enfin, si je devais résumer, je pense que les voyages ont vraiment été constructifs de ma vie. Ça m'a construite en tant que personne. Je pense que ça a été un grand moteur de confiance en moi aussi. Capacité à croire en soi, à faire confiance à soi et aux autres, sur sa capacité à rebondir, sur sa capacité à improviser, sur sa capacité à faire face aux choses qui nous font sortir de notre zone de confort, capacité aussi à se dire ah bah merde là j'ai un peu merdé. Ça m'est arrivé de sortir de mes gonds dans des moments justement d'incompréhension culturelle, tu vois, et d'un coup tu te retrouves à être l'Européen parfois, tu sais, en Asie notamment, on dit never lose face, ne fais jamais perdre la face à quelqu'un. Ça m'est arrivé, tu vois, d'avoir des moments d'emportement et de voir la personne en face de moi vraiment littéralement se fermer complètement. Et en fait, t'apprends des choses sur toi, sur l'autre, sur ta gestion des émotions, sur comment aborder les autres, etc. En fait, c'est tellement constructif de qui je suis maintenant. Je peux pas te dire ce que ça m'a apporté, tellement ça m'a apporté, mais il y a un truc, je pense vraiment que ça m'a apporté, si je devais résumer, je pense que c'est la confiance en l'autre. J'aime l'autre, je pars jamais du principe que l'autre avec un petit ou un grand A va me faire du mal. Je pars jamais du principe que ça va mal se terminer, parce que toutes mes expériences de voyage ont prouvé le contraire. Et donc j'ai une immense confiance dans la nature humaine. Et je pense que ça c'est une chance extraordinaire, finalement. Ouais, c'est clair. Peut-être que tu pourrais donc conclure cet épisode en encourageant des personnes qui rêvent de faire un voyage qui paraît un peu fou sur le papier, mais qui n'osent pas. Peut-être justement à cause des proches, tu sais, qui renvoient leur peur sur eux, notamment. Peut-être que tu pourrais leur donner un petit mot d'encouragement pour sauter le cap. Si vous avez un rêve, si vous avez une envie, écoutez-la, parce que
parce que cette envie, elle va continuer à toquer à la porte et vous pouvez remettre le couvercle dessus autant que vous voulez. Ça va finir par générer de la frustration, etc. Et s'il y a une envie, c'est qu'il y a quelque chose de vivant, il y a quelque chose de vibrant, il faut aller l'explorer, il faut aller explorer le vivant en nous. Et vraiment, il faut pas... comme j'espère que vous l'avez compris, le voyage, c'est pas compliqué, en fait. C'est beaucoup plus simple que ce qu'on peut imaginer, que ce soit en solo, à plusieurs, loin, pas loin, etc. Et plus on va loin, plus c'est facile de voyager. Bizarrement, plus on se rend compte que tout est toujours facile. Donc ayez l'audace d'essayer de croire en vous, et puis commencez une fois de plus. Il faut pas commencer nécessairement par un tour du monde à la voile ou aller en Asie du Sud-Est. Ça peut commencer par explorer le Keras en randonnée pendant 4 jours en solo, ou aller visiter une ville que vous rêvez d'explorer. Ah oui, il y a définitivement des éléphants, je les entends, ils sont en train de défoncer dans les arbres. Ouais, c'est vraiment l'exploration, elle est partout. Donc ça commence pas forcément très loin. Vous commencez, et moi je dis toujours, allez-y step by step, que ce soit dans la vie, dans les voyages, step by step, un pas après l'autre. Faites le truc qui est le plus simple pour vous maintenant, parce que c'est un moteur de confiance en soi. Dès lors que vous allez vous rendre compte que le premier truc en fait c'est possible, ça va vous donner l'entrain et l'élan pour continuer le deuxième, le troisième, etc. Et puis en commençant par un week-end, je dis n'importe quoi, dans le Keras, et ben vous terminerez peut-être en rando en Malaisie avec les orang-outans, et c'est super, ou pas. et c'est super aussi. Merci beaucoup pour le petit mot de la fin. Merci à toi Adèle pour tes super questions. À bientôt. Ouais, à bientôt. C'est la fin de cet épisode, mais j'ai encore besoin de vous. Si vous avez Apple Podcast, n'hésitez pas à laisser 5 étoiles et même à mettre un petit avis. Cela m'aide énormément à faire gagner en visibilité à ce podcast. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager au plus grand nombre. Il ne me reste plus qu'à vous dire à lundi pour un prochain épisode de Frenchies autour du monde.